Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. On a presque atteint l'objectif des 20K, vous vous rendez compte? Mais merci à tous, c'est grandiose, on réfléchit à plein de petites animations. Après tout, on a la possibilité de publier des sondages et des images sur l'onglet communauté de la chaîne. Ça vous dirait d'avoir une animation quotidienne? Une petite battle entre des personnages journaliers? Que forcément vous aurez choisi? Si ça vous tente, dites-nous ça en commentaire. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Les événements gagnent en intensité, et on a l'impression que les scans contiennent de moins en moins d'informations tellement les bagarres s'enchaînent. Mais c'est assez normal, on arrive bientôt aux batailles qui donneront une autre dimension à l'œuvre. Et après ça on dira à tous, waouh, One Piece est encore plus génial. Allez, c'est parti! Comme d'habitude, on commence par la petite cover, les aventures de Capone. Et bien là, c'est la fin! C'est la fin! C'est la fin! Ils se font toujours poursuivre par les navires de la marine, mais arrivent à prendre le large. Observation numéro 1. Après les avoir vus quitter le territoire de Big Mom sur une tartelette géante, parvenir à Dressrosa pour trouver Lola, affronter un équipage de pirates, sauver la demoiselle de la marine, fuir Dressrosa, récupérer un nouveau bateau, croiser Pand et ne pas croire que c'est le papa de Sœur Charlotte, le voir nager et enfin croire que c'est lui, et enfin assister au mariage de Gauthier et de Lola sur le navire subissant une attaque, et tout ça uniquement en 37 parties? Sérieusement, on a envie de dire, mais pourquoi tout ça? Quel intérêt? Oda, s'il te plaît, éclaire-nous sur ce martyr. Hypothèse numéro 1. On l'avait évoqué dans la review précédente, et on reste sur ce point de vue, l'histoire de la famille Charlotte tourne toujours autour des mariages. Mais si l'on regarde plus en détail, on s'aperçoit que Lola a refusé une seule demande en mariage, celle de Loki, alors que maintenant, elle se marie enfin, après avoir été rejetée plus de 1000 fois. Oda ne fait jamais rien au hasard, et vous le savez très bien, on pense que la suite logique de tout ça, c'est que le roi des géants, ce fameux Loki, apprendra la nouvelle. Il voudra se venger de cet équipage qui a eu ce qu'il convoitait tant. Mais en attendant, fêtons le fait que cette série de covers soit enfin finie. Vous l'avez compris, ce n'était pas trop notre tasse de thé. Mais bon, on a hâte de voir les prochaines covers. Première page du scan. Retour sur ce fameux toit. Théâtre d'un combat cruel et dramatique. Le dragon se déchaîne de toute sa puissance. Des éclairs déchirent le ciel et la terre n'est pas indifférente. Elle tremble et craquelle de part en part. Son cri meurtrier vient d'être lâché. Des lames d'air fondent le champ de bataille. Les guerriers tombent les uns après les autres. Alliés ou ennemis, personne n'y résiste. Du côté des samouraïs, Okiku se fait toucher de plein fouet. Son bras est tranché net. Kaido surplombe la scène, majestueux. Le dieu de la destruction jubile face à son œuvre. Sur ordre de leur chef, les Minks quittent le champ de bataille. Ils le savent, ils ne seraient que fardeau. Les attaques sont bien trop puissantes pour eux. Nombre de gifters sont au sol. Ils n'ont pas pu éviter l'attaque, mais leur maître ne les estime même pas. Izu relève Okiku. Kinemon dégaine son sabre et de son feu du renard, il cautérise la plaie. La bataille ne fait que commencer. Il est interdit de rester à terre. Okiku n'est pas vaincue. Elle se relève, reprend son sabre et se prépare aux prochaines attaques. Le monstre en rigole. C'est ça que je recherche. Vous êtes prêts à tout moment. C'est ce que j'ai aimé chez les grands guerriers. Barbe Blanche, Roger, vous, les samouraïs. Vous êtes comme eux, mais il est temps. Tout en reprenant forme humaine, l'empereur continue son monologue. La mort est l'aboutissement des hommes. Finissons-en maintenant. Kinemon, le chef des samouraïs, réplique. Ne te la joue pas trop, il n'y a aucun honneur à perdre contre toi. Observation 2. Okiku s'est relevé. C'est sympa pour la bataille. Même diminuée, elle est une force intéressante. Mais perdre un bras et se relever de suite? Ok, c'est un shonen, pas grand monde ne meurt. Mais faire de fausses attaques décisives, on est assez déçu par cette action quand même. Kaido s'est fait blesser de nombreuses fois. On avait bien vu les lames d'air parcourir le crâne. Sur 9 fourreaux rouges, un seul s'est fait toucher. La puissance de l'attaque a brisé son sabre et coupe son bras. Et en résultat, on n'a pas grand chose. La question qu'on se pose, c'est est-ce que la réputation de Kaido est usurpée? Quoi qu'il en soit, j'admire Okiku. Moi, si je me coupe le doigt avec un simple couteau, je tombe tout de suite dans les pommes. Hypothèse numéro 2. Kaido est juste dans l'attente. Depuis le début, à part pour les blessures, il ne fait que jouer avec ses adversaires, les laissant vivoter, créant de l'espoir, puis en les brisant. Tout ça pour un peu se sentir en vie et ne pas trop s'ennuyer en attendant son adversaire, ou plutôt ses véritables ennemis qui arriveront en bande. Au premier étage du château, Luffy et deux de ses nakamas se frayent un chemin, usant des pieds et des poings. Personne ne résiste au trio infernal. Jinbei et Sanji veulent respecter leur promesse de ménager Luffy jusqu'au sommet, et ils envoient valser ce menu frottin. Alors que comme à son habitude, leur capitaine hurle qu'il va envoyer valser le grand méchant, Kaido aux 100 bêtes. Soudain, deux autres Shinushi se dressent sur leur chemin, Hamlet et Fortrix. Le premier possède le smile de la girafe et le second le smile du coq, vociférant qu'ils sont bien supérieurs aux autres, les médiocres. Mais que les attentes, eux, ils savent les dépasser. Et d'un seul coup, ils se font démonter par Jinbei et Sanji. One shot dans ta face! Observation numéro 3. Tellement de choses à dire sur ces deux-là. Mais d'abord, on va rappeler ce que sont les Shinushi. Ce sont les unités d'élite des gifters. Ils ont la responsabilité de bataillon. Et en termes de hiérarchie, ils se trouvent juste au-dessous des Tobiropo.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les gifters deviennent de plus en plus difformes et on adore ça perso. La girafe dont la tête est l'utilisateur en entier et le coq dans le croupion est le visage de son utilisateur. Pour aller aux toilettes, comment ça se passe monsieur? Quoi qu'il en soit, ils se font balayer assez vite. Peut-être sont-ils assez forts pour battre les samouraïs, mais pour les Mugiwara, c'est de la gnognotte. Observation numéro 4. La rage de Nakama. Sanji continue son délire de rageux, criant sur tout le monde et passant ses nerfs sur tout ce qui bouge. Ah, les problèmes existentiels. Mais pire, c'est contagieux, Jinbei s'enrage aussi. Observation numéro 5. Le coq fait cocorico. Et la girafe, alors? Eh bien c'est simple. Selon Oda, ça fait girafe! Dans la cour du château, le virus commence à toucher tout le monde. Et comme prévu, les personnes touchées ne se contrôlent plus et attaquent les autres. Cette arme est redoutable. Les portes ont été fermées et se défendre signifie s'exposer. Un des plégieurs interpelle la calamité responsable de ce désastre. « Queen, mais pourquoi vous vous en prenez à nous? On est dans le même camp !» Les pauvres. Queen rétorque. « Vous ne servez à rien, vous ne savez que rire, donc rendez-vous utile !» La scène tourne à l'horreur. Les démons sont bien plus forts et violents que dans leur état normal. Et dans cet espace confiné, il devient de plus en plus compliqué d'échapper à ce triste sort. Les samouraïs d'Orochi ainsi que les Oniwaban sont également pris au piège. Les Yakuza du boss Yugoro font barrage de leur corps. Omasa, un de ses disciples, est touché et la transformation commence. Le froid s'empare de lui et il commence à perdre le contrôle. Dans un acte désespéré, il s'empare d'un sabre et le pointe sur son cœur. « Je refuse de faire du mal à nos alliés. Je préfère m'ôter la vie. » Mais le vieux l'arrête et lui lance. « Ne fais pas ça. Il y a sûrement un remède. Et si c'est pas le cas, je te promets de t'arrêter de mes mains. » Les membres de l'équipage des 100 bêtes voient les leurs tomber les uns après les autres. Leurs nakama, leurs frères, leurs sœurs, des personnes avec qui ils avaient vécu de nombreuses aventures. Et dans tout ça, ils réalisent que leur vie ne valent rien pour Queen. Observation numéro 6. Queen a vraiment pété un câble. Pour éliminer les assaillants, il sacrifie une grande partie de l'armée, les waiters et les pleasures. Et dans tout ça, il ne fait que rigoler. Il s'amuse de cette situation. Hypothèse numéro 3. Vous vous en doutez, Oda nous montre clairement l'issue de cette scène. Après que l'antidote soit trouvé par Chopper, il va réussir à soigner les alliés. Mais il ne s'arrêtera pas là. Il va le faire également pour tout le monde. Serment d'Hippocrate oblige. Et en remerciement, toutes les personnes sauvées changeront de camp. Après tout, pourquoi rester du côté des personnes qui n'ont aucun intérêt pour la vie des soldats? Ça se passera exactement comme pour la libération des jouets à Dressrosa. On est prêt à le parier. Chopper est horrifié et il annonce qu'en pleine bataille, ce sera impossible de faire un antidote. Mais il y a une différence avec Udon. Le génie maléfique ayant créé ce mal est ici. Et il a forcément l'antidote avec lui, au cas où il serait touché. Il suffit d'avoir une petite quantité et boum, on l'aura en série. Alors il faut le dérober à Queen, quoi qu'il en coûte. Observation 7. Petite info, c'est pas forcément vrai. Ici, on parle d'un virus, pas d'un poison. Si l'antidote a été pris une fois, le corps est immunisé contre lui. Queen n'a donc pas besoin de l'avoir sur lui. Mais bon, c'est un manga. Chopper est assez inquiet. Plus que la contagion, les infectés perdent beaucoup de chaleur et se retrouvent vite en hypothermie. Ils ne survivront pas longtemps. Du haut du balcon, Queen l'entend et précise que c'est bien le cas. Ils vont mourir dans 1 heure sans antidote. Amis? Sous-fifre? Supérieur? C'est la même chose. Ils vont tous rendre l'âme. Et c'est plutôt drôle pour lui. Tout est remplaçable. Apple le traître est aussi dans la cour et il tambourine à la porte. « Laissez-moi entrer! Laissez-moi entrer! Queen-sama » La calamité lui lance alors une fiole, le seul antidote existant. « Débrouille-toi avec ça !» Et il lance « C'est l'heure du Queen Game Live !» Une seule chance pour vous tous, prenez la fiole et tout est permis. Trahissez, tuez, aucune règle n'existe. C'est la chasse à l'antidote. Et le lièvre, c'est Apo, pour le moment en tout cas. Et d'un coup, tous s'élancent. Zoro veut le récupérer pour Chopper, qui peut le reproduire en série. Les gifters le veulent pour leur nakama, et les samouraïs d'Orochi pour eux-mêmes. Apo, t'as pas fini de souffrir. Observation numéro 8. Si on était Apo, on aurait pris l'antidote tout de suite. Comme dit précédemment, c'est un virus. Un antiviral marche par immunisation. Donc, en le prenant, il aurait été sûr de ne pas y être sujet. Et en plus, il aurait tué l'espoir de tout le monde. Mais, il aurait été sûr de se faire massacrer par toutes les personnes déçues. Observation numéro 9. Notre théorie du Apo préféré de Queen tombe à l'eau. Ah, il s'en fout littéralement de son disciple en fait. Et le mène même à l'abattoir. Tout est bon pour s'amuser, dis donc. À l'intérieur du crâne, un autre combat s'annonce. La troupe des cuirassés, menée par Sasaki, fait face à Yamato, le fils de Kaido. Il est là pour sauver Shinobu et sauver Momo. Il s'explique. 20 ans auparavant, il a assisté à l'exécution d'Oden. Les mots de Shinobu l'ont fait pleurer. Et quoi qu'il en coûte, la Konoshi sera protégée. L'histoire de la vie d'Oden l'a ému. Et d'un seul coup, une pluie de projectiles s'abat sur lui. Mais de son corps, il protège encore les 2 fuyards. Mais il continue sa phrase. Ce jour-là, j'ai couru pour te sauver, Momo. Mais je ne pouvais rien faire face à Kaido qui menaçait de te lâcher dans le vide. Je n'étais pas assez fort. D'un coup de massue, il lance une onde de choc qui touche les gifters. La moitié d'entre eux sont éliminés. Sasaki est en rage. Pourquoi me protèges-tu? Qui es-tu? Et pour finir son explication, le fils de Kaido lance. Mon autre nom est Yamato, et je suis prêt à mourir pour toi. Et c'est la fin du scan.
Clairement, pour nous, ce scan était une transition. Les choses se mettent encore en place et même s'il y a pas mal d'actions, on reste un peu dans le flou. Qui va affronter qui? Comment? À quel endroit? Toutes ces questions sont encore en suspens. Mais ce qui est sûr, c'est que tout se met en place. Observation numéro 10. Yamato persiste de son délire, mais il y a une petite évolution. Il ne se présente pas en tant qu'Oden, mais sous son autre nom. Il est certain que cette histoire va vite être éclaircie. Et on se demande même s'il n'y aura pas un second flashback où on aura le fin mot de l'histoire. On y verra le défi lancé à son père et forcément l'explication de son lien avec Ace, que tout le monde attend. Hypothèse numéro 4. Une bataille se précise. C'est celle de Sasaki contre Yamato. Un Tobiropo en moins, ce sera déjà pas mal, car depuis le début, il n'y a aucun grand nom de l'équipage qui a chuté. Observation 11. Sasaki n'a eu aucun scrupule à attaquer Yamato. Est-ce parce qu'il sait que ce dernier est résistant ou juste qu'il veut s'en débarrasser en même temps que les deux autres? Il n'a pas montré de trop grande fidélité envers l'équipage de Kaido, uniquement une admiration de l'empereur. Observation 12. Les grands absents de ce scan sont Franky, toujours poursuivi par un number semble-t-il, au moins il a échappé au virus, Marco, qui était en discussion avec Big Mom, La Yonkou et son fils Pero. Du côté des alliés, nous avons aussi Law et Kid qui ne sont pas montrés depuis un moment. Sont-ils perdus dans le château? Les scans sont assez fournis et détaillés, donc c'est normal de ne pas mettre tout le monde. Mais on va prendre la bonne habitude de préciser les personnages manquants pour chaque scan, ce sera plus sympa. D'ailleurs, on attend toujours de voir avec impatience Usopp et Nami. Et voici nos prédictions pour les prochains chapitres. Petit 1, le combat Yamato-Sasaki commence. Le Tobiropo dégaine enfin son fruit du démon. Petit 2, la course à l'antiviral commence et Zoro tranche tout sur son passage. Appo essaye de se cacher mais ne trouve pas d'issue. Petit 3, soyons fous. Un fourreau rouge meurt pour de vrai et ce serait enfin un combat à mort, n'est-ce pas? Petit 4, Luffy et les autres tombent sur un adversaire un peu plus coriace. On sait que Black Maria et Woozwo sont dans le château. Ce serait pas mal tout ça. Petit 5, Kid le disparu croise un Tobiropo, peut-être Woozwo. Les deux ont l'air complètement timbrés et une lutte entre les deux serait sympa. Petit 6, on aperçoit Marco et Big Mom dans une petite bataille, le premier essayant juste de ralentir la Yonkou. Voilà, c'est déjà la fin de cette review. Comme vous l'avez compris, on l'a pas trouvé extra, mais on attend bien mieux pour la suite. Mais n'oubliez pas, il y aura une pause la semaine prochaine, donc on va essayer de vous prévoir une petite surprise. C'était Silver et Copper pour RT Lille. À bientôt les accros de One Piece.